Bonjour, je m'appelle Eva Fagelova, je suis endocrinologue. Je travaille dans le service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHRU de Nancy. Je vous parlerai aujourd'hui du projet que nous souhaitons mettre en place afin d'aider aux patients, à des personnes qui présentent une dysphorie de genre. Donc notre projet est surtout de répondre au mieux aux besoins de cette population et surtout de les accompagner dans la démarche et d'impliquer ces patients dans la prise en charge. La dysphorie de genre est une inadéquation entre le genre ressenti par une personne et son sexe de naissance. Ça peut provoquer une souffrance, un isolement, la perte de jugement des autres, la disparité sociale, et c'est surtout la période d'adolescence qui est la période très vulnérable. Le dépistage et le soutien avec une orientation vers l'équipe spécialisée sont nécessaires. La transition ou le changement de genre, c'est une période assez variable d'une personne à l'autre. Il s'agit d'une transition physique, psychosociale, émotionnelle et culturelle. Elle peut être associée à des changements dans les relations familiales, amicales ou au travail. Et le rôle du personnel médical est d'accompagner les personnes transgenres dans cette démarche de transition, en bénéficiant également d'une expérience et le soutien par le pairs. À l'heure actuelle, la prise en charge de la dysphorie de genre est fragmentée et inconsistante. Nous souhaiterons surtout d'améliorer le dépistage et l'orientation des personnes transgenres vers l'équipe spécialisée. Nous avons déjà parlé de la dysphorie de genre et la peur de jugement des autres, la disparité sociale. Ces personnes-là, des fois, se sentent discriminées ou sous pression pour cacher l'identité, peuvent être victimes de violences ou victimisation et surtout sont en isolement social ou peuvent être abandonnées par leur famille. Quels sont les défis des soins pour les personnes transgenres? De nombreuses personnes transgenres évitent la prise en charge médicale devant une crainte de discrimination, d'humiliation ou du malentendu. Nous observons beaucoup de cas de dépression, d'anxiété et toxicomanie, et surtout chez les adolescents du trouble de comportement alimentaire et un taux augmenté de suicide. Ces personnes présentent également des comportements à risque et nécessitons donc notre accompagnement concernant la prise en charge vis-à-vis de la santé sexuelle. Je veux d'abord introduire la dysphorie de genre et je veux présenter la terminologie, les aspects psychologiques et psychiatriques, le parcours de suivi. Je détaillerai également les conséquences somatiques des traitements hormonaux et des effets indésirables. Quand on parle de transgenréisme, ça peut nous ramener vers le questionnement sur le plan sociétal, sociologique ou médical. Sur le plan sociétal, c'est surtout concernant l'inclusion dans la société, changement de l'état civil. Sur le plan sociologique, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est le sexe? Qu'est-ce que c'est le genre? Quel est le rapport l'homme et la femme? Et sur le plan médical, comment on peut prendre ces personnes en charge? Si on se pose une question fondamentale, qu'est-ce que c'est le sexe? Qu'est-ce que c'est le genre? Donc aujourd'hui, il existe un débat terminologique afin de définir le genre et le sexe. Selon la terminologie classique, le sexe, la femme ou l'homme, est déterminé par nos organes génitaux, les gènes, donc c'est déterminé par l'aspect biologique, donc c'est quelque chose de inné. Alors que le genre, donc l'homme-femme, c'est plutôt une construction sociale, linguistique, c'est quelque chose de acquis. Mais la dichotomie l'homme-femme, puisqu'elle est biologiquement déterminée, ça nous paraît naturel. Par contre, on se pose alors des questions concernant l'identité de genre, l'expression de genre.
Selon la terminologie classique, cisgenre, c'est le genre ressenti par une personne telle qu'elle correspond à son sexe de naissance. Transgenre, c'est une personne qui souhaite vivre et être acceptée en tant que personne du sexe opposé. Donc, selon la terminologie classique, M2F, c'est une femme assignée l'homme à la naissance. Donc, c'est une femme transgenre. Et F2M, c'est un homme assigné femme à la naissance. Donc, c'est un homme transgenre. Selon la classification médicale, la dysphorie de genre est répertoriée dans le chapitre des conditions relatives à la santé sexuelle en tant que l'incongruence de genre. Dans le manuel de psychiatrie DSM-5, on parle d'une dysphorie de genre pour souligner la souffrance. On a très peu de données épidémiologiques précises. La prévalence chez les adultes, selon les publications, varie entre 5 et 20 sur 100 000 sujets, surtout si on regarde les actes liés aux soins. Si on se base sur l'auto-identification, la prévalence est plus élevée, aux alentours de 355 par 100 000 sujets. Il existe très peu d'études de prévalence chez les adolescents. Donc en Nouvelle-Zélande, c'est à peu près 1,3%. Et aux États-Unis, 1,2%, sur les études qui se basent sur les enquêtes réalisées au sein des collèges. Les aspects psychologiques et psychiatriques, donc de manière sémantique, on peut parler des personnes cisgenres, donc c'est une femme cis, l'homme cis, transgenre, l'homme transgenre ou femme transgenre, donc dans l'aspect binaire. Mais la dichotomie n'est pas des fois très claire. Il existe les sujets qui se questionnent sur leur identité, sur leur genre. On parle de gender fluid, bigender, agender ou simplement questionnement sur l'identité. Le genre peut être ressorti par une personne de manière, on parle d'une gender fluid, donc le genre ressenti ne correspond pas à un sexe unique. Des fois, c'est surtout chez les enfants. Ces personnes-là peuvent nous dire des fois je me sens comme une fille, des fois chez le garçon, ou les deux, ou je me questionne. Sur le plan clinique, donc les personnes transgenres peuvent se présenter de manière donc dichotomique, donc transbinaire. Par exemple, c'est une fille de naissance qui a 22 ans, qui a un bon contact, qui vit en couple avec une femme, qui se sent comme un homme, c'est toujours sentir comme garçon et porter les vêtements de ses frères. Il nous décrit vécu difficile du changement physique pendant la puberté, suite mastectomie, hystérectomie, ovariectomie et phalloplastie, et s'identifie comme l'homme. Ou bien, on va avoir en consultation une fille de naissance, jeune, donc 22 ans, qui a un bon contact, elle est étudiante à l'université, elle est enfant unique, se sentait différente des autres pendant l'enfance. Elle décrit un vécu difficile du changement physique pendant la puberté, ne se voit pas dans le rôle social d'une femme, et ne s'identifie ni comme la femme ni comme l'homme. Alors elle se questionne. Concernant l'identité binaire, la dysphorie de genre pendant l'enfance n'est pas rapportée par tous les sujets qui présentent une dysphorie de genre à l'âge adulte, et également pas tous les enfants qui présentent une dysphorie de genre présentent la dysphorie de genre pendant l'adolescence. Donc les études de suivi sont nécessaires pour voir si la dysphorie de genre pendant l'enfance ou l'adolescence persiste ou pas. On a très peu de données concernant le développement de l'identité non binaire et les souhaits thérapeutiques sont très souvent non traditionnels. Donc quel est le parcours de suivi? Donc, le parcours de suivi est assez codifié.
Il s'agit d'une prise en charge en équipe pluridisciplinaire qui comporte les spécialités médicales et chirurgicales. L'étape diagnostique est une étape très importante qui repose sur le travail des psychologues et psychiatres, avec une phase d'une expérience en vie réelle qui devrait être aux alentours d'1 an afin qu'on puisse vraiment confirmer le diagnostic. Le traitement hormonal est prescrit à l'aide donc des endocrinologues. Et puis, pendant la phase de transition, certaines personnes souhaitent également la chirurgie de réassignation. Donc la période de transition est assez variable. Peut concerner uniquement une expérience en vie réelle et le traitement hormonal, ou peut aller jusqu'à la demande ou le souhait d'une chirurgie de réassignation. Dans le cadre de la prise en charge, notre rôle est également d'accompagner les parents des patients mineurs en bénéficiant d'une expérience et de soutien par le père. Nous avons déjà parlé que le rôle de professionnel de santé est surtout d'accompagner les personnes transgenres dans la période de transition. Concernant le contact initial et l'accueil, il est des fois difficile de s'adresser à une personne transgenre. Est-ce que c'est elle ou lui? Il est important de demander à ces personnes le prénom d'usage qu'ils ont choisi, parce que le prénom d'usage a un rôle très important dans la phase de transition. Également, il faut s'intéresser à une prise du traitement hormonal. Il faut éviter les hypothèses sur l'identité de genre et utiliser le mot neutre. Par exemple, à la place « comment puis-je vous aider ?» on peut utiliser les mots neutres « comment puis-je vous aider ?» À la place « docteur, votre patient est arrivé », on peut utiliser une phrase « docteur, la personne que vous attendez est arrivée ». Et si le prénom dans le dossier et sur la carte vitale sont différentes, on peut demander est-ce que le prénom sur la carte d'assurance et celui dans le dossier médical soient différents. Donc vraiment utiliser les mots neutres. Le prénom d'usage a un rôle très important dans le processus de transition. Le prénom peut être noté dans le dossier médical. On peut demander par politesse à la personne transgenre quel prénom d'usage elle préfère. Est-ce qu'elle préfère être adressée par un autre prénom? Et est-ce qu'on peut noter le prénom éventuellement dans le dossier? Quels sont les critères pour le traitement hormonal? Donc c'est surtout les antécédents et persistances de la dysphorie de genre, la capacité à donner un consentement éclairé et l'âge de la majorité qui est requis dans certains pays. Surtout si des problèmes mentaux sont présents, ils doivent être raisonnablement contrôlés. La décision d'éligibilité à l'hormonothérapie est prise lors d'une réunion de concentration pluridisciplinaire et nécessite un consentement éclairé du patient. La prise en charge du traitement hormonal ou de traitements chirurgicaux est pris en charge par la CPAM. Donc la dysphorie de genre est répertoriée dans la liste des affections oralistes, donc ALD31, alors que les prescriptions restent hors AMM jusqu'au changement d'identité de genre. Concernant la réassignation sexuelle, chez les femmes transgenres, on utilise des antiandrogènes. Le traitement hormonal, donc, qui est proposé à personnes transgenres, chez les femmes transgenres, donc, l'hormonothérapie comporte des antiandrogènes pour supprimer la production des hormones naturellement sécrétées et d'introduire, de les remplacer par les hormones de sexe désiré. Donc, chez les femmes transgenres, antiandrogènes avec des estrogènes, soit per os ou par la voie transdermique. Chez les hommes transgenres, nous utilisons d'abord des progestatifs pour supprimer le cycle menstruel et puis nous introduisons la testostérone soit par la voie parentérale, c'est la voie
la plus classique, de manière moins fréquente par péros ou par la voie transdermique. Les effets du traitement hormonal sur le développement du sexe désiré sur le plan phénotypique sont assez rapides. Chez les hommes transgenres, on observe donc une aménorrhée, une augmentation de la pilosité, la voix devient plus grave, on observe une augmentation de libido et hypertrophie de clitoris, avec une redistribution abdominale de la graisse, augmentation de la masse musculaire et une chute des cheveux. Le début de ces signes cliniques sont assez variables. Donc le début est variable entre 1 et 6 mois, voire 1 an. Chez les femmes transgenres, on observe une diminution de la quantité et de la qualité de sperme, une diminution de la pilosité, diminution du libido, une augmentation de la glande mammaire, une redistribution gynoïde de la graisse, une diminution de la masse musculaire et une diminution de chute de cheveux. La peau devient moins grasse et plus fine. Les effets sont observés de manière générale après 3 ou 6 mois du traitement. Le traitement hormonal est associé à des risques qui doivent être suivis de manière régulière. Donc notre objectif est surtout d'éviter l'automédication chez les personnes transgenres. Concernant le traitement hormonal chez la femme transgenre, le risque est surtout concernant les maladies thromboemboliques, les maladies coronariennes, la maladie cérébrovasculaire, une augmentation de lipides et un risque cancérologique. Chez les hommes transgenres, c'est surtout une augmentation de globules rouges, une perturbation du bilan hépatique, risque de la maladie coronarienne, cérébrovasculaire, une hypertension artérielle et un risque cancérologique. Concernant le risque cancérologique, chez les femmes transgenres, c'est surtout l'effet des estrogènes. Il y a un risque plus augmenté de prolactinome et d'un cancer mammaire. Il y avait des cas décrits de méningiome sous antiandrogène cyproterone acétate. Chez les hommes transgenres, il existe un risque d'un cancer mammaire, cancer de l'utérus et cancer ovarien. Nous n'avons pas beaucoup de données de suivi à long terme. Donc, par conséquence, le suivi clinique et biologique est nécessaire. Concernant le parcours de soins, dans le cadre d'une démarche de transgenre, donc on peut, chez les patients qui sont diagnostiqués, qui consultent avant la puberté, la démarche peut commencer par un blocage de la puberté, suivi par un traitement hormonal et la chirurgie de réassignation. Chez certaines personnes, on a juste ces deux demandes partielles. La demande typique, ce sont les patients qui demandent une réassignation, chirurgie de réassignation. Le rôle du personnel médical, c'est surtout de créer un environnement de confiance pour accompagner la démarche de transition. Concernant la chirurgie des réassignations, chez les femmes transgenres, c'est d'abord la chirurgie mammaire, donc une augmentation mammaire, puis réduction de la paume d'Adam, la chirurgie des cordes vocales. Certaines personnes demandent une féminisation du visage et la réassignation génitale. Chez les hommes transgenres, les demandes ou les souhaits concernent une mastectomie, la chirurgie génitale, soit ovariectomie et stérectomie, ou chirurgie génitale par phalloplastie, les implants péniens ou les implants testiculaires. Ici, voici l'exemple d'une demande partielle. Donc, c'est une femme transgenre, âgée de 30 ans, qui souhaite une apparence féminine, de traitement hormonal, mais pas de chirurgie, et qui souhaite conserver une fonction sexuelle masculine. Ou une femme transgenre, qui est un peu plus âgée, qui reste femme, donc qui est femme pour soi-même, mais qui reste l'homme pour son épouse et pour le milieu professionnel, qui souhaite un traitement hormonal, mais pas de chirurgie. Les personnes qui ont une demande typique, ici par exemple l'homme transgenre, 35 ans, souhaite une conservation des ovocytes, le traitement hormonal,
mastectomie, mais une conservation des organes génitaux et gonades, une possibilité d'avoir une famille, donc une grossesse à l'aide d'une FIV et AID. Une demande complète chez un homme transgenre, c'est le traitement hormonal, mastectomie, gonadectomie, phalloplastie. Donc la prise en charge est variable d'une personne à l'autre pour répondre à leur demande afin d'alléger la souffrance. La parentalité transgenre est une question nouvelle à la fois dans l'espace public et dans l'espace académique. Donc il y a des questions éthiques qui suscitent notre réflexion, surtout le respect de l'autonomie de l'individu et du droit de l'individu de se reproduire. En effet, les personnes transgenres expriment leur désir d'avoir un enfant biologique, mais il y a un aspect déontologique, surtout il s'agit d'une pratique non naturelle avec un risque médical. Nous ne connaissons pas les effets sur le développement psychosocial de l'enfant, et enfin sur le plan sociétal, quelles conséquences pour l'enfant, pour la mère porteuse et pour la société. Selon les recommandations des sociétés savantes, nous devrons recommander aux personnes transgenres, même en absence de demande, de préserver la fertilité ou de les informer sur les effets du traitement hormonal sur la fertilité, sur les options de la préservation de la fertilité et sur les questions relatives à l'utilisation de gamètes. Et cela avant le blocage du développement pubertaire et avant l'hormonothérapie et surtout avant la chirurgie. En France, la conservation des gamètes est acceptée par certains centres séquences, mais l'utilisation n'est pas possible selon les lois de bioéthique actuelles. La parentalité chez les sujets transgenres selon les aspects juridiques en France est possible chez l'homme transgenre qui a eu donc le traitement hormonal, qui a changé son état civil, est considéré comme l'homme infertile, qui vit avec une partenaire femme, qui peut bénéficier d'une don de sperme. Pour les femmes transgenres, il n'y a pas à l'heure actuelle une possibilité légale d'une grossesse ou d'une parentalité. On peut imaginer si elle a un partenaire mâle ou l'homme, ils peuvent bénéficier d'un don d'ovocytes, mais la gestation pour autrui n'est pas actuellement autorisée. Naturellement, on se pose des questions: quelles sont les conséquences pour l'enfant? Nous n'avons pas beaucoup d'études dans la littérature. Si l'enfant est conçu avant la transition, une adaptation à une nouvelle identité des parents serait facilitée s'il y a une absence d'un conflit parental après la transition, et si bas âge de l'enfant au moment de la transition. Si l'enfant est conçu après la transition, donc ça, c'est une expérience d'une équipe de Paris, des couples, des femmes hétérosexuels et les hommes transgenres qui ont bénéficié d'un don de sperme. Il n'y avait pas d'effet négatif sur le bien-être d'enfants. C'était une étude prospective sur 12 ans qui portait sur 42 enfants. Donc pour revenir à la prise en charge pratique sur le plan administratif, les personnes transgenres souhaitent donc changer leur prénom et changer leur identité. Donc nous pouvons avoir, concernant la prise en charge administrative, des questions liées à l'identité des personnes. Donc ici sur la première image, donc le prénom de naissance et le sexe de naissance sont ceux d'origine. Si la personne transgenre souhaite changer le prénom, le sexe sur l'étiquette reste masculin alors que le prénom a été déjà changé. Et en cas de modification de la mention du sexe à l'état civil, la mention du sexe va être également changée. Sur le plan du volet administratif, le changement de prénom
peut être réalisé sur les registres donc de l'état civil auprès de la mairie ou via l'établissement d'un acte de notoriété. Le changement de la mention du sexe à l'état civil nécessite un passage devant un tribunal de grande instance. À l'heure actuelle, selon la loi du 2016, dans le cadre donc de modernisation de la justice du XXe siècle, toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut obtenir la modification. Donc, il faut juste fournir suffisamment de preuves. Donc, la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, elle est connue sur le sexe revendiqué de son entourage, et elle a obtenu le changement de son prénom. Donc, la procédure à l'heure actuelle est allégée. Et le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Par contre, les difficultés ne sont pas encore toutes levées parce que le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil de la personne, mais elle peut le changer dans les actes de l'état civil des conjointes et des enfants, juste après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Donc, le diagnostic de dysphorie de genre se base sur une évaluation clinique psychiatrique. La prise en charge d'une demande de changement de genre est multidisciplinaire. Notre rôle est de accompagner les personnes transgenres dans la démarche de transition, surtout de créer un environnement de confiance. Les étapes thérapeutiques sont discutées en équipe pluridisciplinaire lors des réunions de concentration pluridisciplinaire et la période de transition est très variable d'un sujet à l'autre.